Cette vidéo va vous présenter un schéma bilan sur le chapitre de l'origine de l'ATP nécessaire à la contraction de la cellule musculaire, enseigné en terminale spécialité SVT. Vous allez trouver en dessous de la vidéo un lien pour télécharger le document vierge et puis à vous de regarder la vidéo pour le compléter. Alors déjà, on va essayer de se repérer un petit peu sur ce schéma. On va commencer par légender les structures qu'on y voit. Donc vous avez ici en haut, en jaune, la terminaison d'un axone d'un motoneurone qui va faire synapse avec la cellule musculaire qui est en dessous. Sur la droite, vous avez en rouge là un capillaire sanguin. On est bien d'accord que rien n'est à l'échelle. Ensuite, tout ce qui est encadré là en beige clair, c'est la cellule musculaire, donc avec en gras en noir sa membrane. Sa membrane qu'on appelle également le sarcolème, la membrane cellulaire de la cellule musculaire. Vous avez ensuite l'intérieur de la cellule qui est donc le hyaloplasme. Vous avez ici grossi énormément et simplifié une mitochondrie avec sa membrane interne qui fait des crêtes à l'intérieur et la matrice. L'intérieur de la mitochondrie, vous avez ici un noyau qu'on a représenté parce qu'il existe dans la cellule mais qui n'a pas trop d'intérêt dans ce schéma. Et il y a une structure particulière à l'intérieur d'une cellule musculaire qu'on appelle le réticulum sarcoplasmique. Et enfin, vous avez ici, en grande abondance normalement, les filaments de myosine épais et les filaments d'actine qui forment ensemble un sarcomère, ici en position relâchée. Alors en réalité, ces sarcomères sont répétés ici des centaines de fois pour former des myofibrilles, donc des structures protéiques contractiles à l'intérieur de la cellule musculaire. Alors voyons déjà comment se déroule la contraction. Donc on va avoir l'arrivée d'un train de potentiel d'action dans le motoneurone. Ça va déclencher l'exocytose de l'acétylcholine qui va donc se fixer sur la membrane de la cellule musculaire et déclencher des potentiels d'action musculaires. Ces potentiels d'action musculaire vont, en circulant dans le sarcolème, déclencher ici l'ouverture de canaux calciques dans la membrane du réticulum sarcoplasmique. Et cette ouverture des canaux calciques va permettre de libérer du calcium qui y est stocké. Donc le calcium qui était au départ dans le réticulum sarcoplasmique se retrouve dans l'hyaloplasme. Ce calcium va pouvoir aller se fixer au filament d'actine et permettre la contraction musculaire. Tout ça en s'accompagnant de l'hydrolyse de l'ATP. Donc, l'ATP va être hydrolysé en ADP plus PI. ATP, je vous rappelle, c'est adénosine triphosphate. Il y a 3 phosphates attachés. On va casser une de ces liaisons phosphates. On se retrouve avec une adénosine diphosphate. Il y a 2 phosphates et un phosphate inorganique qui a été détaché. Donc, on a bien 2 plus 1 phosphate. On se retrouve avec les 3 phosphates de départ. On a juste cassé une liaison phosphate. Ça libère de l'énergie nécessaire à faire coulisser les filaments d'actine et de myosine entre eux, et on aboutit à la contraction musculaire avec des sarcomères qui vont avoir des filaments d'actine et de myosine qui coulissent les uns par rapport aux autres, qui s'emboîtent les uns par rapport aux autres, qui aboutit du coup au raccourcissement du sarcomère, à la contraction du coup de la cellule musculaire. Donc, vous voyez bien que pour la contraction musculaire, on a besoin de calcium, mais le calcium, il y a un stock dans la cellule. Ce stock, il est à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique. Quand le calcium a été utilisé, il va être repompé par le réticulum sarcoplasmique. Donc, il y a un stock permanent de calcium. Par contre, on n'a pas de stock d'ATP. Le stock d'ATP intracellulaire, il permet de faire 1 seconde de contraction musculaire, donc rien. Donc, il va falloir renouveler cet ATP pour pouvoir continuer une contraction musculaire et d'ailleurs pour pouvoir continuer tout un tas d'activités cellulaires où on a besoin d'ATP. Il y a plusieurs façons de renouveler cet ATP. Il y a une voie sans dioxygène qu'on va voir sur la gauche du schéma, qui est donc liée à la fermentation. Cette fermentation dans la cellule musculaire et dans les cellules humaines en général, c'est une fermentation lactique. Et on va voir sur la droite du schéma une autre façon de renouveler l'ATP qui se fait en présence de dioxygène, qui se fait donc lors de la respiration cellulaire. Donc on va commencer par compléter cette partie gauche du schéma. Donc je vous rappelle, c'est donc la régénération de l'ATP par voie anaérobie, donc sans dioxygène. Pour des efforts courts, c'est une fermentation. Et donc on dit en même temps, il peut y avoir une autre façon de régénérer l'ATP quand on est en condition aérobie, donc par exemple pour des sports d'endurance.
Donc il y a du dioxygène qui est utilisé, c'est le cas de la respiration cellulaire. Mais ces deux voies peuvent se dérouler en même temps, ou des fois sont privilégiées pour certains types de cellules la fermentation, et pour d'autres types cellulaires la respiration cellulaire. Mais ces deux façons-là ces deux voies métaboliques-là sont là pour régénérer l'ATP. Donc commençons par voir la fermentation en détail. Donc on va zoomer un petit peu, je vais gommer la moitié droite du schéma pour simplifier un petit peu, puis on va agrandir cette partie gauche. Donc on est là, on est dans la fermentation. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la cellule musculaire prélève du glucose dans le milieu extérieur. Donc en fait c'est dans les capillaires sanguins que le glucose se trouve et il va être prélevé. Alors il y a également un stock intracellulaire dans les cellules musculaires de glucose qui est le glycogène, qui figure pas ici, qui est un polymère de glucose, donc la cellule peut détacher des glucoses pour les utiliser. Donc votre glucose ici, il va subir une première série de réactions chimiques. Il va d'abord être oxydé en pyruvate. Donc cette molécule de glucose, on voit ici, il y a des petits ronds qui symbolisent les atomes de carbone. Il y a 6 atomes de carbone. Elle va être scindée en deux, cette molécule, et on se retrouve avec 2 molécules de pyruvate qui sont chacune à 3 atomes de carbone. Donc on avait 6 atomes de carbone liés, on se retrouve avec 2 molécules avec 3 carbones, 2 molécules de pyruvate. C'est une oxydation, cette réaction de transformation du glucose en pyruvate. C'est-à-dire qu'il y a des électrons qui vont être libérés. Ces électrons et ces protons aussi qui vont être libérés vont être captés par le NAD+. Le NAD+, au départ, est sous sa forme oxydée. Il va capter les électrons et les protons qui sont issus de l'oxydation du glucose et lui, il va être réduit en NADH+. Donc c'est une réduction du NAD+, qui accompagne l'oxydation du glucose. On a ici une oxydoréduction pour l'ensemble de ces deux réactions-là. Ces réactions libèrent suffisamment d'énergie pour permettre de synthétiser 2 ATP à partir de 2 ADP et 2 PI. Donc la glycolyse va permettre de régénérer des ATP qui, vous voyez, peuvent être utilisés pour continuer la contraction musculaire ou continuer une autre activité cellulaire. Donc on a bien régénéré de l'ATP par cette étape de la glycolyse. Donc la glycolyse, c'est bien l'ensemble de toutes ces réactions qui se déroulent dans le hyaloplasme. Vous voyez, on n'est pas dans un organite particulier, on est dans le hyaloplasme de la cellule. Maintenant, cette fermentation va se poursuivre après la glycolyse par une autre étape où le pyruvate va être transformé en lactate, il va être réduit en lactate, et donc comme toute réduction, elle va s'accompagner d'une oxydation où les NADH vont être réoxydés en NAD+. Donc cette étape permet de régénérer le NAD+, qui va donc être ici réutilisé pour continuer la glycolyse. Donc en fait, cette étape ici de régénération, elle permet de régénérer le NAD+, qui va être réutilisé pour continuer la glycolyse. Sans quoi, à un moment donné, si on consomme tout le stock de NAD pour le réduire en NADH, à un moment donné, on n'a plus de NAD+, la fermentation, enfin la glycolyse en tout cas, s'arrêterait. Donc pour continuer cette glycolyse, on a une deuxième étape où on régénère le NAD+, qui va donc être réutilisé pour la glycolyse. Donc, le lactate ensuite, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, il sort de la cellule, il va être transporté par les vaisseaux sanguins. Donc, en bilan, cette fermentation lactique va permettre de produire 2 ATP par mol de glucose oxydé, ce qui est un faible rendement. Quand on va voir la respiration cellulaire juste après, vous allez voir, c'est pas du tout le même rendement. Donc, maintenant, on reprend la droite du schéma, et là, on va voir ce qui se passe en conditions aérobie, donc en présence de dioxygène. Donc c'est pareil, là on va prélever du glucose dans les capillaires sanguins, on a du glucose qui arrive dans le hyaloplasme. Comme la première étape de la fermentation, c'est exactement pareil, on va avoir une glycolyse. Donc glucose oxydé en 2 pyruvates, en même temps réduction du NAD+, en NADH+, et ça s'accompagne de la synthèse de 2 ATP. L'ensemble de ces réactions s'appelle la glycolyse, se déroule dans le hyaloplasme. C'est exactement la même chose que pour la fermentation. Les ATP, du coup, peuvent être utilisés pour la contraction musculaire ou une autre activité cellulaire. Donc, c'est des étapes communes, respiration, fermentation. Maintenant, par contre, ce qui va varier, c'est les étapes qui suivent. En respiration cellulaire, le pyruvate va rentrer dans la mitochondrie. Ce pyruvate va subir tout un tas de réactions qu'on a symbolisées ici par un cercle, puisqu'en fait, c'est des réactions cycliques qui s'appellent le cycle de Krebs, où en fait, le pyruvate va subir tout un tas d'oxydation pour être transformé en CO2. Donc, si vous suivez, on a 2 molécules de pyruvate, ça nous fait 6 atomes de carbone. Il va y avoir 6 cycles de Krebs pour régénérer 6
CO2. Donc, notre molécule organique de pyruvate, au départ, c'est une molécule organique, c'est du carbone lié à des hydrogènes et des oxygènes, et ben, ce pyruvate va être totalement oxydé en 6CO2. Là, vous voyez que dans cette molécule, c'est une molécule minérale, le carbone n'est pas lié à des hydrogènes, il est lié uniquement à des oxygènes, c'est une molécule minérale. Donc, on a complètement oxydé le pyruvate en CO2. Donc, si on reprend depuis le début, en fait, c'est le glucose qu'on a totalement oxydé en CO2. Donc, d'abord par la glycolyse et ensuite par le cycle de Krebs. Donc, qui dit oxydation, dit qu'on libère des électrons. Et donc, forcément, les électrons vont pas se balader dans la cellule, ils vont être captés par quelque chose. Il va y avoir donc une réduction. Qu'est-ce qui, au final, est réduit dans le cycle de Krebs? C'est le NAD+. Le NAD+, va être réduit en NADHH+. En réalité, il y en a 10 qui sont réduits par cycle de Krebs, et les 2 qui ont été ici réduits lors de la glycolyse vont également être intégrés ici à la dernière étape de la respiration cellulaire sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. C'est pour ça que j'avais mis un 10 plus 2. Donc, vous avez une réduction du NADHH+, en même temps qu'il y a oxydation du pyruvate en CO2. C'est le cycle de Krebs qui s'accompagne de la synthèse d'ATP. 2 ADP plus 2 PI vont donner 2 ATP. L'ensemble de toutes ces réactions du cycle de Krebs s'appelle le cycle de Krebs et permet donc de régénérer de l'ATP qui peut être utilisé par exemple pour la contraction musculaire. Dernière étape de la respiration cellulaire, donc on a vu la glycolyse en 1, le cycle de Krebs en 2. En 3, on va voir la chaîne respiratoire. Alors, elle commence par une oxydation du NADH en NAD+. Là, on va recycler le NAD+, régénérer le NAD+, par une oxydation. Donc, comme vous avez compris, une oxydation, c'est une libération d'électrons et de protons. Les électrons et les protons vont être transportés par tout un tas de transporteurs d'électrons. Et au final, les électrons et les protons vont être acceptés par le dioxygène pris dans les capillaires sanguins et vont donc être réduits en molécules d'eau. Le dioxygène capte les électrons et les protons, il est donc réduit et il est transformé en molécules d'eau. Tout ça, ça permet d'avoir suffisamment d'énergie pour fabriquer 32 ATP grâce à une enzyme qui est dans la membrane interne des crêtes mitochondriales qu'on appelle l'ATP synthase. Ces 32 ATP vont permettre également de sortir de la mitochondrie et servir tout un tas d'activités cellulaires. L'ensemble de ces réactions, donc l'oxydation des NADH, la réduction du dioxygène et la synthèse de l'ATP s'appelle la chaîne respiratoire et se déroule dans les crêtes des mitochondries. On a vu que le cycle de Krebs, lui, se déroulait entièrement dans les matrices. Donc vous avez ici les 3 étapes de la respiration cellulaire, glycolyse dans le hyaloplasme, cycle de Krebs dans la matrice des mitochondries et chaîne respiratoire dans les crêtes mitochondriales. Là, vous avez l'ATP qui va pouvoir être utilisé pour, par exemple, la contraction. Si on fait le bilan de notre respiration cellulaire, on a 2 ATP dans la glycolyse, 2 ATP dans le cycle de Krebs, 32 ATP par la chaîne respiratoire. On a un rendement de 36 ATP par mol de glucose oxydé, ce qui est un fort rendement comparé à la fermentation lactique de tout à l'heure. Donc au final, vous arrivez à ce schéma bilan qui résume la contraction musculaire et la régénération de l'ATP pour que la contraction musculaire puisse continuer à se faire et régénérer le stock d'ATP. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire. Bon travail à vous!